19h45, la Barry Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 6 octobre 2022. Le ministre des Finances a présenté ce mercredi 6 octobre 2022 le projet de loi des finances 2023 à la représentation nationale. Devant les députés nationaux, le ministre Ahmed Joudoud a expliqué les grands axes du projet de loi. Hassan Saleh Moustapha. Toujours un plaisir de me consacrer à cet exercice prévu par les dispositions pertinentes. Pendant plus de 25 minutes, le ministre des Finances a officiellement présenté aux députés nationaux les grands axes du projet de loi de finances 2023, estimé à plus de 3 245 milliards de francs CFA. Dans la poursuite de sa politique de consolidation budgétaire, le gouvernement s'est engagé à maîtriser les déficits afin de parvenir à moyen terme à la cible de 3% en 2024-2025, conformément aux engagements communautaires dans le cadre du programme de convergence. L'inflation, quant à elle, restera en dessous toujours du seuil de 3%, malgré un niveau élevé à ce niveau. C'est la base donc de ces hypothèses réalistes et surtout réalisables. Les ressources budgétaires sont projetées à un niveau de 3 245,44 milliards de francs CFA, contre 2 908,59 milliards en 2022, soit une hausse de 11,58%. En ce qui concerne les recettes internes, elles ressortiraient à 1 480,72 milliards, donc 45,62% des recettes globales, en augmentation de 118 milliards, soit une hausse relative de 8,73%. Représentant 92,89% des recettes internes, les recettes fiscales sont projetées à un niveau de 1 366,6 milliards en 2023 contre 1 304,79 milliards en 2022, un accroissement donc de 4,74%. S'agissant des ressources extérieures, elles sont constituées des appuis budgétaires, des aides projets et des emprunts obligataires. Leur prévision s'élève à un montant de 1 764,72 milliards, 54,38% des recettes totales, contre 1 546,73 milliards en 2022. Donc une hausse relative de 14,09%. À bien, surtout avec la stratégie de la Banque d'octroi de fonds IDA, de la Banque mondiale et du choix du gouvernement du mode de financement des projets structurants. Comparativement au budget 2022, celui de l'année 2023 a connu une augmentation. Une hausse donc qui trouve toute sa justification. Nous pensons que c'est une hausse raisonnable relativement au contexte qui prévaut aujourd'hui et aussi aux besoins colossaux de développement auxquels nous faisons face, notamment dans le secteur stratégique défini par le programme de renaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui sont déclinés dans la déclaration des politiques générales du Premier ministre et le plan de développement économique et social. En particulier, les secteurs prioritaires demeurent le même, c'est l'éducation, c'est la sécurité de notre population et la souveraineté, l'intégrité territoriale de notre pays. C'est le développement du monde rural, c'est le développement de l'énergie qui est un facteur de production important, qui a des effets d'entraînement importants sur l'économie et sur la transformation structurelle de l'économie qui est un des piliers du programme de renaissance et du PDS 2022-2023. Naturellement, un projet de loi de finances est toujours accompagné de mesures fiscales et douanières nouvelles, mesures qui sont destinées de manière sommaire à l'élargissement de l'assiette fiscale. C'est ce que nous avons fait sur certains impôts, notamment l'ISB, le renforcement par exemple du recouvrement de la TVA à travers la facture simplifiée, pour laquelle nous avons prévu des modalités qui sont liées par exemple à la question du précompte ISB pour lequel nous avons prévu des facilités pour pouvoir davantage mobiliser ces impôts-là. Le gouvernement s'engage naturellement à promouvoir toutes les politiques destinées à développer le secteur privé, à créer un engouement pour nos produits locaux à travers des mesures incitatives, y compris la réforme du code des marchés publics, comme vous l'avez vu récemment, dans le sens de privilégier la production nationale, qui est un élément central de la transformation et du développement de notre économie. Ainsi, les députés nationaux ont environ 90 jours pour examiner et adopter les différentes rubriques de ce projet de loi de finances 2023.
Pour sa part, la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative était ce matin du mercredi 5 octobre en face de la presse nigérienne. Un point de presse qui vise à édifier le public sur les tenants et aboutissants du décret portant l'organisation du régime des retraites du fonctionnaire de l'État adopté le 29 septembre 2022 en Conseil des ministres. Le résumé avec Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. Par cette sortie médiatique, il s'est agi pour la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative d'apporter des éclaircissements sur le décret portant organisation du régime des retraites des fonctionnaires de l'État adopté en Conseil des ministres, notamment les innovations que ce décret comporte. L'admission à la retraite à partir du 1er janvier suivant l'année où ils sont présumés avoir atteint la limite d'âge pour les agents de l'État dont l'état civil ne précise pas leur mois de naissance. Ici, il s'agit des fonctionnaires qui sont nés vers. La révision à la baisse de l'ancienneté exigée pour la prise en compte pour le liquidateur du dernier indice du grade occupé par l'agent au moment de son admission à la retraite de 6 à 3 mois. L'innovation ici réside dans le fait que le délai est ramené à 3 mois au lieu de 6 mois. La révision à la hausse de l'indice minimum de référence de la grille salariale commune en vigueur de 100 à 121. L'innovation ici, c'est la prise en compte du plus petit indice qui passe de 100 à 121. Le rehaussement de la rente d'invalidité de 80 à 90% des émoluments de base lorsque le taux d'invalidité de la victime atteint 66%. La composition et le fonctionnement de la commission des réformes ont été revus à travers la présidence jadis assurée par le ministère chargé des Finances, dévolue désormais au directeur général de la CARENI et la prise en compte des tutelles techniques et financières. Le bénéfice du droit à la pension dans les mêmes conditions que les veuves des fonctionnaires pour le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire ou d'un personnel à statut autonome. Avec le décret de 1961, une femme fonctionnaire ou à statut autonome qui décède, son mari ne peut bénéficier de la pension de réversion à condition qu'il ait au moins un enfant mineur issu de cette union. La mensualisation des pensions de retraite. Avec le décret de 1961, le paiement de la pension de retraite se fait trimestriellement. L'innovation avec le nouveau décret est que la pension de retraite sera désormais payée chaque mois. La signature des actes de concession par le directeur général de la CARENI. À la ministre d'éclairer davantage l'assistance sur le changement intervenu dans le fonctionnement du Fonds national de retraite. La gestion du Fonds national de retraite sera gérée par la CARENI, là on l'a déjà dit, on ne revient pas là-dessus. Maintenant, c'est l'obligation par la tutelle administrative de mettre chaque année à la disposition de la CARENI la liste prévisionnelle des départs à la retraite des agents au plus tard le 1er juillet de chaque année. Ici, il faut noter que dorénavant, la tutelle administrative de la CARENI, qui est le ministère en charge de la fonction publique, a l'obligation de mettre chaque année à la disposition de celle-ci la liste prévisionnelle des départs à la retraite des agents au plus tard le 1er juillet de l'année en cours. Et ceci permettra à la CARENI de procéder aux vérifications nécessaires des actes relatifs à la liquidation et au paiement de la pension.
Soulignons que ce décret adopté le 29 septembre dernier se veut une matérialisation d'une promesse du chef suprême de l'administration à la personne du président de la République, Mohamed Bazoum, visant à mensualiser la pension. Célébration ce matin au CCOG de la Journée mondiale des enseignants édition 2022. C'est en effet à travers une conférence débat que l'International de l'éducation section du Niger en collaboration avec la coalition ASSO-EPT commémore cette journée. Nafissatou Yahya, Nasser Seydou. C'est à travers une conférence débat placée sous le thème « Changer de cap, transformer l'éducation » que l'International de l'éducation section du Niger, ISNI, en collaboration avec la coalition ASSO-EPT, célèbre la Journée mondiale des enseignants au Niger. Le leadership des enseignantes et des enseignants dans la transformation de l'éducation est le thème de cette Journée mondiale 2022. La transformation de l'éducation commence avec les enseignantes et les enseignants organisés conjointement par l'International de l'éducation, l'UNESCO, l'Organisation internationale du travail, l'UNICEF. La Journée mondiale des enseignantes et des enseignants 2022 vise à mettre en avant le travail de la profession enseignante et à appeler les gouvernements à investir dans les enseignants et enseignantes, les impliquer, leur faire confiance et les respecter. En ouvrant les travaux de ces assises qui ont mobilisé plusieurs acteurs de l'éducation au Niger, le représentant du ministère de l'Éducation nationale a réaffirmé l'engagement des autorités à œuvrer aux côtés des enseignants pour améliorer l'éducation au Niger. La journée aujourd'hui a toute une signification pour toute enseignante et enseignant. Quand on dit la journée mondiale de l'enseignant, c'est pour que nous enseignants, nous nous sentions fiers de notre métier. Et que nous travaillons pour que nous méritions cette confiance de toute la population nigérienne. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, le ministre actuel a fait des ressources humaines, du capital humain, l'un de ses dossiers phares. Et dans ce cadre, le partenariat est l'élément clé de notre gouvernance. Pour le ministre, il faudra à tout moment être à l'écoute du partenaire. Parce que sans vous, il n'y aura pas de ministère de l'Éducation nationale. Tout ce que nous sommes en train de faire au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'est pour qu'il y ait amélioration au niveau de la classe. Donc nous ne pouvons pas avoir du mépris pour l'enseignant. Pour nous, nous allons créer, sous l'impulsion du ministre et de tout le monde du gouvernement, une dynamique pour que tous les enseignants aient les moyens pour leur permettre de travailler. Pour rappel, la Journée mondiale des enseignants est célébrée le 5 octobre de chaque année. Elle a pour but de sensibiliser sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif, tout en examinant la qualité du travail des formateurs dans le monde. Les militants du syndicat national des agents contractuels et fonctionnels de l'éducation de base SINASEB ont également commémoré la journée mondiale des enseignants. C'était ce matin à Kiadosekou au cours d'une assemblée générale pour rappeler au gouvernement de respecter les engagements auxquels il a souscrit. Suivant cet extrait avec Mega Hamadou, il est le secrétaire général du bureau exécutif régional du SINASEB. La journée du 5 octobre est décrétée journée internationale de l'enseignant. C'est à ce titre-là que le bureau exécutif national du BEN SINASEB a donné des instructions pour l'ensemble des régions de tenir des assemblées. Les points qui sont inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée générale, ce sont les points du protocole d'accord dynamique SINASEB. Donc nous avons donné des informations utiles à nos camarades par rapport donc à la mise en exécution des termes du protocole d'accord. Il y a certains points qui ont suivi vraiment, leur exécution a suivi des faits. Il y a certains qui trébuchent, d'autres qui n'ont même pas bougé. Donc ce sont ces situations-là que nous allons analyser et écrire à notre partenaire qui est le gouvernement
pour une prise en charge effective de ces préoccupations. Nous sommes avec un gouvernement qui oublie que c'est l'école qui développe un pays. Mais nous osons espérer que d'ici peu, ils se rendront compte et qu'ils vont prendre des dispositions adéquates afin que l'école publique nigérienne retrouve ses lettres de noblesse. Donc, à l'intention des camarades, qu'ils soient patients, qu'ils soient engagés et sereins. Dans tous les cas, le moment venu, les structures composant la dynamique ou bien les structures individuellement prises feront appel à leurs militants pour des éventuels mots. Point de presse ce matin du collectif des syndicats du Niger Télécom, une sortie médiatique pour dire non au bradage de l'entreprise publique d'État Niger Télécom. Le résumé avec Ariat Salam. Comment vous allez venir décider de quelque chose? La société publique de télécommunications nigérienne Niger Télécom est visée par un projet de restructuration, ce qui met en colère le collectif des syndicats de l'administration. Ce collectif l'a fait savoir à travers cette sortie médiatique en disant non au bradage de la société Niger Télécom. Pour le collectif, ce plan de restructuration qui mettra en danger des milliers d'agents repose sur un triptyque: la malconception, la controverse et l'inopportunité. Comment vous allez venir décider de quelque chose comme ça, une restructuration, sans parler à la direction générale de Niger Télécom, sans parler aux syndicats, sans parler à aucune personne de Niger Télécom? Vous allez décider comme ça, il faut restructurer. La direction générale est assise, elle vous regarde. Les syndicats sont là, ils vous regardent. Et vous décidez tout seul qu'il faut restructurer. Alors que vous n'êtes que venus comme ça. Vous avez trouvé tout ce beau monde-là, qui sont en train de travailler, qui connaissent bien ce qu'il y a dans l'entreprise. C'est à eux qu'il faut demander d'abord avant de prendre des décisions comme ça. Donc c'est là la malconception qui a été faite dans leur projet. Maintenant, c'est controversé parce que nous ne sommes pas d'accord. Nous, les acteurs, nous ne sommes pas d'accord avec ce projet. Les partenaires sociaux, encore moins la direction générale, n'est d'accord avec ce projet de restructuration. Donc c'est un projet controversé. Nous ne voulons pas de ça et nous n'allons pas l'accepter, Inch'Allah. Maintenant, l'inopportunité, le projet de restructuration est inopportun parce que nous, à Niger Télécom, nous avons pris nos responsabilités pour faire une restructuration interne qui est déjà en marche, qui marche bien. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne nous dire qu'on va restructurer Niger Télécom. Nous avons nous-mêmes en interne fait notre restructuration et qui en bonne voie, qui est en train de marcher correctement. Donc c'est inopportun. Cette société qu'ils pensent ou bien qu'ils veulent liquider ou bien restructurer n'a aucun problème techniquement parce qu'elle se porte bien. Tenez les chiffres d'affaires de 2016 à 2021. 2016, 24 milliards. 2017, 33 milliards. Je fais économie des chiffres qui sont derrière. 2018, 40 milliards. 2019, 42 milliards. 2020, 50 milliards. 2021, 55 milliards. Donc vous remarquerez que les chiffres d'affaires sont en croissance. Ça n'a jamais diminué depuis 2016, depuis la création de l'entreprise jusqu'à 2021. En lieu et place de cette restructuration, le collectif des syndicats de Niger Télécom demande plutôt l'accompagnement de l'État. Au lieu de penser à des restructurations, nous avons demandé à ce que l'État accompagne Niger Télécom en faisant les actions suivantes. On a dit payer à échéance les factures. Bon, ça là c'est fait puisqu'on a fait la compensation déjà, c'est bon. On a dit d'attribuer immédiatement à Niger Télécom les licences d'exploitation 4G et 5G. Permettre à Niger Télécom de recruter des jeunes dynamiques pour remplacer les agents admis à faire valoir leur droit à la retraite et ceux décédés. Donc faire respecter l'interdiction de duplication des infrastructures de télécommunications conformément au décret 2012-527 du 6 décembre 2012. Donc enfin, nous demandons avec insistance au gouvernement d'abandonner toute idée de restructuration de cette jeune entreprise d'État garante de la sécurité et de la souveraineté de l'État du Niger en matière de télécommunications et qu'il fasse les accompagnements nécessaires
afin de hisser son entreprise Niger Telecom au diapason des meilleures entreprises de télécommunications de la sous-région. Au vu de la délicatesse de la question, ce point de presse du collectif des syndicats de Niger Telecom a enregistré la présence des centrales syndicales les plus représentatives, à savoir la CDTN, la CNT, l'USTN et l'USPT. Ouverture ce matin de la 3e session ordinaire de l'arrondissement communal Niamey 1 au titre de l'année 2022. 4 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session. Le résumé avec Nafissa Tuzakou et Chebou Gisso. La présente rencontre consacre la 3e session ordinaire du Conseil de l'arrondissement communal Niamey 1 au titre de l'année 2022. Cette session, qui est aussi la 7e ordinaire au cours du mandat de gouvernance locale, a un contenu précis. Cette 3e session du Conseil au titre de l'année 2022 a un contenu précis. Elle nous offre l'opportunité de nous pencher sur les différents points inscrits à son ordre du jour. Ainsi, nous allons dans un premier temps examiner l'exécution du budget au 30 septembre 2022. Il s'agit ici de mesurer ce qui a été fait concrètement et d'évaluer le niveau et la qualité des dépenses effectives. Par la suite, nous ferons des propositions d'investissement pour l'exercice budgétaire 2023 sur la base et en conformité avec nos objectifs et priorités de développement. Le 3e point qui sera mis à débat porte sur l'état général de l'arrondissement communal Niamey 1. La dernière phase de nos travaux sera consacrée aux communications que l'honneur me revient de vous faire. La situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle chez les ménages vulnérables de l'arrondissement communal Niamey 1 a été aussi soulignée par le premier vice-maire Chibou Amani. Nos travaux s'ouvrent aussi à un moment où, par endroits, beaucoup de nos producteurs agricoles commencent à récolter, à entreposer les fruits de leur labeur. Sans présager des résultats de l'évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique, je crois qu'il y a lieu d'être optimiste. En ce sens qui concerne le bilan de culture de nos villages agricoles. À ce sujet, il convient de saluer l'accompagnement de l'État aux producteurs ruraux locaux en termes d'acquisition de 30 tonnes de semences et d'une importante quantité d'engrais et de produits phytosanitaires. De plus, dans le souci de prévenir les risques d'insécurité alimentaire et nutritionnelle chez les ménages vulnérables, notre commune a bénéficié d'une opération gratuite ciblée de vivres au profit de 1000 ménages. Une deuxième opération de même nature est d'ores et déjà annoncée. En ce qui concerne le volet vente de céréales à prix modéré, l'arrondissement communal Niamey 1 a bénéficié cette année de 470 tonnes de vivres, toutes céréales confondues. La 6e phase de cette opération est d'ores et déjà annoncée. Au cours de cette session qui durera 4 jours, le premier vice-maire a souhaité une bonne rentrée scolaire 2022 aux élèves tout en espérant que cette année scolaire se déroule sans difficulté comme les précédentes. Ouverture également de la 3e session ordinaire du conseil municipal de l'arrondissement communal Niamey 5. 4 points ont été inscrits à l'ordre du jour des travaux de cette session qui va durer 4 jours. Boubacar Ibrahim. Ils ont un internat au niveau de notre... C'est par la présentation des partenaires engagés à leur côté qui s'est ouvert les travaux de la 3e session ordinaire du conseil municipal de l'arrondissement communal Niamey 5. 4 points inscrits marqueront les 4 jours des travaux de la session. Il s'agit de l'exécution budgétaire à la date du 30 septembre 2022, des propositions d'investissement pour l'exercice 2023, de l'état général de l'arrondissement communal Niamey 5 et enfin des communications. S'agissant de l'exécution budgétaire à la date du 30 septembre 2022, il ressort des données des services compétents que sur une prévision budgétaire de 93 728 795 francs CFA, 40 272 264 francs CFA ont été engagés et dépensés, soit un taux de 43,71%.
Ce taux d'exécution, dis-je, doit nous interpeller tous, puisqu'une prévision budgétaire est toujours accompagnée d'une prévision des recettes. Pour mémoire, l'année passée, plus précisément au 31 août 2021, sur une prévision annuelle de 354 951 858 francs CFA, 130 523 200 francs ont été recouvrés, soit un taux de 36,77%. Le maire a poursuivi son allocution en invitant à maintenir la dynamisation en vue d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. C'est le lieu, mesdames et messieurs les élus, de vous exhorter à remplir vos obligations civiques en payant vos impôts et taxes, mais aussi en conduisant des séances de sensibilisation en collaboration avec nos honorables chefs traditionnels sur les avantages et l'importance du paiement des impôts pour le développement local. Quant au point relatif aux propositions d'investissement pour l'exercice 2023, je vous exhorte à faire des propositions qui cadrent parfaitement avec les objectifs visés par le document cadre de la politique de développement de la ville de Niamey et son plan d'action quinquennal 2021-2024 de l'honorable député maire Oumar Moumouni Dogari, président du conseil de ville de Niamey. Aussi, ces propositions doivent-elles prendre en compte la construction des 200 classes en matériaux définitifs prévues dans le cadre du programme Zéro classe payotte du président du conseil de ville. A rappelé qu'après avoir regretté la dernière question sécuritaire qui a touché son arrondissement, le maire, espérant que l'année scolaire sera calme, n'a pas manqué de souhaiter une très bonne rentrée à tous les scolaires nigériens. Le natron, c'est minéral constitué de bicarbonate de soude et utilisé parfois en cuisine ou encore pour soulager les maux de ventre. Mais connaissez-vous le processus de production du natron? Studio Kalangu a rencontré Yacoub Hamadou, producteur de natron. C'est dans le département de Balayar. Sasa bueno iligote sasa labuno iligo koi kako suka ilimaka lima labo sambu kadan tono foara alharo musundu ganda kafuro hayawera kopera ilimi sambuka kakande kadan tona ikanga iligahina ndirna dan no limadan turi tona kire kala amanin ngamo liga sambu lima sobai ka faru halama kom amate hawu tewu ayo gata limaka limandan kwali zeno ligadan ka zeri ganda lima hauro dan kwali zaidin bo dina hauro dan kwali zaibon lima cendi kakendi one dima borgi inkate handu hinza halni didan abu son dai yawo cin subi liga bari mi dan abu zollawo son zambar iddu sonno haraka sara asiga hayo ngano son asiga tenu balle yan riga ne ara nyamai bore kanen ka kan dai riga yan ngaino go konda labuwa ni yande mangafo shi bainan kani konde amma borkin do labuwa ni go konde iriwo irsanda da masala kan rigo gadi dai kaki bongano igoga labo ku kande kan ngayote iga ba farken iga ba torken. D'histoire dans cette édition du 23 au 27 septembre dernier, l'Académie des arts martiaux a servi de cadre pour la deuxième édition du stage international du Jiu-Jitsu, rendu possible grâce au concours de l'ambassade d'Italie au Niger. La cérémonie de clôture de cette deuxième édition a vu la présence de l'ambassadrice en question, Boubacar Ibrahim Nasser Sedou. Lancée le 23 septembre dernier, la deuxième édition du stage international de Jiu-Jitsu, initiée par la Fédération nigérienne de Jiu-Jitsu, en collaboration avec le ministère de tutelle, s'est achevée après 5 jours d'intense formation. Occasion pour le premier vice-président de la Fédération de dégager un sentiment de satisfaction. On remercie le bon Dieu de nous amener à ce jour de la clôture. Donc le stage débuta le 23
et nous l'avons terminé grâce à Dieu aujourd'hui. Donc le grand profit qu'on peut dire, tout d'abord l'arrivée d'un expert de la trempe de Giancarlo Bagnolo, c'est quand même quelque chose. Parce que c'est un vieux sage, beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité et surtout beaucoup de modestie. Donc travailler avec lui, on apprend beaucoup de choses. Et cette occasion a permis aussi de faire une redynamisation de la pratique du Jiu-Jitsu au Niger. Réaffirmant l'engagement de son gouvernement aux côtés du Niger, l'ambassadeur de l'Italie au Niger a également fait part de sa satisfaction pour le bon déroulement de cette formation. Pour moi, c'est toujours un plaisir de voir des initiatives qui s'adressent au monde d'un côté du sport, qui est un monde de paix fédérateur, et donc c'est toujours quelque chose un peu de noble. Donc merci infiniment, merci à vous tous. Et merci pour cette occasion, pour moi très gaie, parce que voilà, c'était un plaisir d'être parmi vous. Il est enfin à rappeler que bien que peu connu du public, le Jiu-Jitsu commence à enregistrer un nombre important de disciples, comme en témoigne la centaine de disciples venus de plusieurs régions du Niger qui ont bénéficié du stage. Nous en venons à présent à notre rendez-vous hebdomadaire de la chronique juridique qui traite pour ce numéro de la cybercriminalité, un thème abordé par Maître Suleiman Seydou. Très bonne réception à vous. La cybercriminalité, au sens de la loi 2019-33 portant répression de la cybercriminalité au Niger, la cybercriminalité est définie comme étant l'ensemble des infractions pénales qui se commettent au moyen ou sur les réseaux de télécommunications ou par le biais d'un système d'information. Alors il s'agit d'une panoplie d'infractions qui sont regroupées sur la bannière de la cybercriminalité. Aujourd'hui, c'est une thématique qui est suffisamment d'actualité avec l'avènement des réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp ou de manière générale l'utilisation des moyens de communication électronique. Alors la cybercriminalité qui regroupe un certain nombre d'infractions ont été listées par la loi 2019-33 que je viens d'évoquer tantôt. Parmi ces infractions, il y a l'infraction d'usurpation d'identité numérique. Il s'agit d'une infraction qui consiste à usurper de manière intentionnelle et sans droit l'identité d'une autre personne dans la perspective de troubler sa tranquillité, dans la perspective de trouver également de porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou à sa dignité de manière générale. Lorsque on prend aujourd'hui ce qui se passe sur les réseaux sociaux, spécifiquement par exemple sur Facebook, vous pouvez avoir un compte Facebook. Et une personne mal intentionnée peut utiliser votre nom plus votre photo pour ouvrir un second compte Facebook. Et sur le fondement de ce second compte Facebook, il peut se mettre par exemple à publier des images ou des photos pornographiques de vous sur les réseaux sociaux dans la simple perspective, en tout cas, de porter atteinte à votre honneur ou à votre dignité. Une autre personne peut également créer un profil Facebook qui correspond à votre profil Facebook, mais qui n'est pas véritablement votre compte. Et sur le fondement de ce compte frauduleux qu'il crée, il peut se mettre par exemple à faire des sollicitations d'argent auprès de vos amis, de vos connaissances, pour leur demander de lui donner un certain nombre de sommes d'argent. Il s'agit des faits en réalité
qui sont constitutifs de ce qu'on appelle l'usurpation d'identité numérique. Il s'agit d'une infraction qui a été prévue par la loi sur la cybercriminalité et qui est réprimée de manière, en tout cas forte, par le législateur nigérien. Lorsque vous vous rendez coupable d'une telle infraction, les juridictions ont la possibilité de vous sanctionner conformément aux dispositions de la loi portant répression de la cybercriminalité, d'une peine qui est comprise entre 2 à 5 ans et d'une amende de 5 millions à 20 millions. Donc vous voyez là, il s'agit d'une infraction spécifique, mais qui rentre dans le cadre de la cybercriminalité. En dehors de cette infraction, aujourd'hui, les gens s'insurgent notamment sur des actes et des comportements, des paroles et autres à caractère raciste, régionaliste, ethnique ou même religieux. Il s'agit également des infractions qui sont prises en charge par la loi sur la cybercriminalité. Vous pouvez, par le biais, par exemple, d'un écrit, par le biais d'un message, par le biais des photos, des sons ou des vidéos, par exemple, de nature, par exemple, à mettre les Nigériens en conflit, à mettre, par exemple, la religion, les musulmans et les chrétiens en conflit. Vous pouvez également, à travers ces mêmes écrits, les mêmes messages, confronter, par exemple, deux ethnies. Il s'agit d'un certain nombre de comportements que la loi réprime également sous la bannière de ce qu'on appelle la loi sur la cybercriminalité. Il y a également d'autres infractions, on ne peut pas épuiser la liste. Il y a la question de la diffamation et de l'injure par un moyen de communication électronique. Lorsque vous vous mettez à diffamer, à injurer une personne sur les réseaux sociaux, que ce soit sur WhatsApp, sur Facebook, il s'agit d'une infraction qui est réprimée par la loi sur la cybercriminalité également. Il y a également la diffusion des données de nature à troubler l'ordre public ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine. Il s'agit d'une panoplie d'infractions, comme vous le constatez, qui sont prévues par la loi sur la cybercriminalité, que nous ne pouvons pas épuiser dans le cadre de cette émission. Mais il faudrait que les uns et les autres retiennent qu'aujourd'hui, l'usage des réseaux sociaux, l'usage de Facebook, de WhatsApp et de tout autre moyen de communication doit être utilisé de manière efficiente et efficace. Lorsque vous mettez dans une logique tendant à porter atteinte à la réputation des uns et des autres, par le canal bien entendu de ces éléments que je viens de citer, vous devez avoir à l'esprit que de l'autre côté également, il y a la loi sur la cybercriminalité qui réprime et qui sanctionne sévèrement ces genres de comportements.